Bien, je vais essayer de vous présenter le plus brièvement possible la signification qu'a eue pour Hegel la tragédie. On peut dire d'emblée, pour résumer ce qui va suivre, que Hegel a absolutisé la tragédie. La tragédie, c'est-à-dire le sacrifice de soi qu'entreprend l'homme, Hegel a absolutisé ce sacrifice de soi en définissant l'absolu lui-même, et l'absolu, c'est le délier, absoudre, c'est délier, c'est délivrer, c'est libérer. Eh bien, Hegel a défini l'absolu lui-même, se libérer, comme ce qui se libère et comme ce qui libère d'abord de lui-même, puisque le premier être, seul à d'abord être, ne peut se libérer, puisqu'il est seul, d'abord, il est tout, il ne peut se libérer que de lui-même. Eh bien, Hegel a ainsi considéré que l'absolu, c'était la tragédie qu'il joue éternellement avec lui-même. L'un des grands commentateurs et d'abord éditeur allemand de Hegel, Hermann Glockner, a écrit qu'une telle philosophie de l'absolu comme tragédie ou sacrifice de soi, une telle philosophie, je le cite ici, est la chose la plus profonde que Hegel ait jamais pensée. Elle exprime l'identité de la réconciliation suprême avec le déchirement extrême, la réconciliation suprême donc avec l'extrême déchirement, l'identité du déchirement et de la réconciliation. Et il lie cette identification de l'absolu et du déchirement, il lie cette réconciliation essentiellement d'abord dans la tragédie grecque, qui est analysée notamment dans un des premiers grands textes de Hegel, qui s'intitule « Des manières de traiter scientifiquement du droit naturel ». C'est un texte des années 1800, 1802, 1803. C'est un texte, ce texte sur le droit naturel, qui enveloppe déjà toute la pensée future de Hegel. Eh bien, ce texte, des manières de traiter scientifiquement, ça ne veut pas dire au sens de la science objective des choses, mais d'un traitement rigoureux, conséquent avec soi-même, identique à lui-même, un traitement donc de ce qui existe. Des manières de traiter scientifiquement du droit naturel. Ce texte est le thème qui est le sien, l'absolu comme sacrifice de soi. Ce thème a une triple signification pour Hegel. Une signification ontologique ou ontothéologique, puisque Hegel réconcilie la pensée en sa rigueur
la plus manifeste est la religion. Donc, signification ontothéologique de cette réconciliation de l'absolu et du sacrifice de soi, signification ontothéologique, signification éthico-politique, la vie objective de la relation des hommes entre eux, signification donc ontothéologique, ensuite éthico-politique et enfin troisièmement artistique, puisque la tragédie est une des formes essentielles de l'art. Cette triple signification ontothéologique, éthico-politique et artistique est assignée par lui d'abord à la version qui a été celle d'Échille, le poète tragique grec, la version donc échylléenne du peuple divinisé. L'absolu qu'est le peuple divinisé pour les Grecs, cet absolu s'anime dans cette tragédie, il s'anime à travers un mouvement qui lui est propre et qui est un mouvement de négation de soi, donc de sacrifice de soi. Et dans ce mouvement tragique de lui-même, il y a donc dans l'absolu lui-même une identité entre son identité propre, puisqu'il est absolu, il n'a besoin de rien d'autre que de lui-même. Il y a l'identité de son identité propre et de sa différenciation de soi qui fait qu'il sort de lui-même, qu'il s'objective, qu'il se déprend de lui-même. Il est l'identité de son identité et de sa différenciation, de son identité, c'est-à-dire de son absoluité. Il est délié de toute autre chose, de son absoluité et d'autre part de sa relativisation, puisqu'il se divise en lui-même, il s'oppose à lui-même, il se met à distance de soi et il se fait donc, lui qui est absoluité, il se fait non-absoluité, c'est-à-dire relation de lui-même avec ce qu'il s'oppose comme autre et qu'il s'emploie donc à réconcilier ensuite dans son processus essentiel. Ce thème que l'absolu est relativisation de lui-même, ce thème que l'absolu, qui est en quelque sorte enfermé en lui-même, sort de lui-même, s'aliène en quelque sorte, ce thème avait déjà été affirmé avant Hegel par un philosophe qu'on a l'habitude de situer bien sûr entre Kant, Fichte et Hegel, à savoir Schelling. Schelling avait ainsi affirmé l'identité de la liberté. Être libre, c'est être chez soi, en soi-même, c'est être en soi, de la liberté et de la nécessité qui met en rapport avec autre chose, qui tombe sous la coupe d'autre chose et par conséquent qui nie sa liberté. Schelling avait affirmé l'identité donc de la nécessité, être pris dans une séquence qu'on dit nécessaire, donc de la nécessité et d'autre part la liberté qui consiste à être chez soi. La liberté et la nécessité pour Schelling étaient posées comme étant au fond la même chose. Il y a une identité de l'être absolu et cette identité s'anime en tant qu'elle reprend en elle et qu'elle assume de façon totalement libre, puisque c'est repris en elle, la nécessité, c'est-à-dire le rapport à autre chose.
Et Schelling avait affirmé cette identité de la nécessité et de la liberté, notamment dans la vie en tant que vie pratique, qui consiste finalement à accepter la punition d'une faute involontaire. La tragédie grecque montrait comment le héros, pris dans une nécessité qui faisait peser sur lui une faute involontaire, il avait donc affirmé l'identité de l'assomption de la punition d'une faute involontaire, le poids de la nécessité, mais acceptation de cette punition d'une faute involontaire, telle que l'avaient illustré les Grecs, et notamment les poètes tragiques Sophocle et Échille. Cette tragédie grecque, cette tragédie, Hegel va plus tard, si j'ose dire, la christianiser. Il la christianisera, mais il l'a d'abord méditée et célébrée dans ce qui pour lui a été son véritable apogée, à savoir la tragédie grecque. C'est en étant dépeinte comme grecque qu'il fait d'elle, de la tragédie, pour commencer l'essence même de l'absolu en ce qu'il a de plus intime. L'absolu, bien d'être délié, bien d'être en quelque sorte séparé de tout, l'absolu, il s'anime à l'intérieur de lui en se séparant de lui-même, en se déchirant d'avec lui-même, en se sacrifiant lui-même et en surmontant, c'est l'issue de la tragédie, en surmontant ce déchirement intestin. Cependant, alors que Schelling regardait le mode tragique de la réunion du moi et du monde, du sujet et de l'objet, comme étant disparu pour toujours, Hegel, lui, voit dans cette réunion du sujet et de l'objet, du moi et du monde, du soi et de son autre, il voit dans cette réunion une tâche qui est encore à réaliser, qui est toujours à réaliser pour l'homme. Il voit en elle la tâche essentielle que l'homme, quel que soit son milieu historique, que l'homme a à réaliser. Et chose encore plus importante, pour bien marquer la différence entre le destin de la tragédie chez Schelling et chez Hegel, Schelling ne songe pas du tout, il ne songe absolument jamais à une quelconque sortie de soi de l'absolu. L'absolu qui sort de soi, qui s'extériorise, qui s'oppose à un autre, qui se déchire, pour ensuite se réconcilier avec lui-même. Schelling ne songe pas à une quelconque sortie de soi de l'absolu, qui donc, pour lui, n'est en rien une auto-négation, c'est-à-dire un sacrifice de soi. Pour Schelling, l'être vrai de l'absolu n'est rien d'autre que la fixation de cet absolu à son identité, à lui-même. Il est, déclare Schelling dans un texte qu'il a appelé Bruno, un texte paru en 1802,
il dit que cet absolu est, je cite, ce en quoi tous les opposés ne sont pas tant réunis, qui supposerait qu'ils sont précédemment séparés et divisés, ils ne sont pas tant réunis que bien plutôt un. Ils font un d'emblée et ils n'ont pas à se réunir pour surmonter une dualité ou une différence dans laquelle ils seraient engagés. L'absolu est ce en quoi tous les opposés ne sont pas tant réunis que bien plutôt un, non pas tant supprimé qu'absolument non séparé. Hegel va prendre une position absolument différente, absolument opposée. Pour lui, l'absolu s'absout. S'absoudre, c'est se libérer, c'est se séparer d'eux, c'est se délier. L'absolu s'absout, non pas de quoi que ce soit d'autre, mais il s'absout d'abord de lui-même. Il s'absout de lui-même, il se libère de lui-même, il est donc l'absolution absolue, puisque cette absolution ne concerne pas quelque chose d'autre que lui, ne le met pas en rapport avec autre chose que lui, mais le concerne lui-même dans ce qu'il a de plus intime. Cette absolution de soi, de l'absolu, est en son origine hegelienne fondamentalement éthico-politique. Elle n'a pas d'abord une signification ontologique, ni une signification pratique individualisée, elle a une signification essentiellement politique, éthico-politique. Car pour lui, surtout à cette époque, la vie absolue n'est pas la vie de l'individu, c'est la vie du peuple lui-même, de cette communauté avec soi que les hommes constituent et forment en tant qu'ils sont un peuple, ou on dira plus tard une nation. Que le peuple soit à la fois identité à soi et qu'il soit différence d'avec soi, puisqu'il s'absout de lui-même, il se sépare de lui-même. Que le peuple soit à la fois identité à soi et différence d'avec soi, qu'il soit à la fois absoluité et infinité. Infinité, c'est non fini, c'est-à-dire relation du fini à autre chose que lui-même, relation donc en lui-même, avec lui-même. Que le peuple soit donc à la fois identique à soi et différent de soi, absolu et infini, infini, c'est-à-dire négation du fini, qu'il se fait d'abord être, c'est ce qui constitue une contradiction qui mobilise nécessairement le peuple, parce que ce qui se contredit lutte avec soi-même et donc animé par cette lutte interne. C'est là une contradiction qui le mobilise nécessairement et fait de lui-même son autonégation, le sacrifice de lui, de soi, qui se déploie dans un combat contre lui-même. Là encore, on voit l'origine grecque de cette conception de l'absolu, puisque l'absolu est un combat, et la culture grecque, elle est bien lue par Hegel. Nietzsche reviendra sur ce thème et en parlera autrement. La culture grecque est une culture essentiellement agonistique, et c'est cet héritage qui a marqué le premier hegelianisme. L'absolu de la vie du peuple, l'absolu du peuple en sa vitalité, se manifeste dans l'autodifférenciation de son unité première en, d'une part, son identité à soi comme vie éthique absolue, proprement politique,
vie dans laquelle l'homme s'élève au citoyen et donc réalise en lui l'esprit communautaire. Donc, l'identité à soi comme vie éthique absolue, proprement politique, de dévouement de l'individu à l'État, et d'autre part, l'autre terme de cette identité, et d'autre part, donc, se différencie d'avec soi comme vie éthique relative, relationnelle, des individus qui s'affirment dans l'état qui les maintient ensemble, s'il le faut, par la force, des individus donc qui sont maintenus par la force en tant qu'ils sont cependant distincts les uns des autres et qu'ils s'enferment volontiers chacun en eux-mêmes dans leur égoïsme économique réel d'abord dans la vie familiale. L'individu, si vous voulez, est animé par cette tension en lui entre ce qui participe à la totalité politique, celle du peuple, et d'autre part son affirmation comme individu. Un individu qui est choyé, qui est nourri, qui est élevé d'abord dans le milieu familial. Il y a donc une tension dans l'individu entre l'attachement au peuple et l'attachement à la famille, la participation à la vie de l'État d'une part, et d'autre part, en quoi il se restaure constamment lui-même en son individualité dans le milieu proprement familial. C'est ainsi que la destination de la tragédie sera toujours, pour Hegel, de représenter la réconciliation hiérarchisée nécessaire de la vie universelle dans l'État et d'autre part la vie particularisée, attentive à soi-même dans chaque individu et la particularisation, la vie particularisée de la famille. Donc l'individu, dans cette origine grecque de lui-même, c'est la tension entre la spiritualité primaire de la vie politique, de la citoyenneté, et la naturalité qui est développée à l'intérieur de la famille, qui est un milieu fermé tout à fait naturel, et la naturalité qui est cependant toujours à cultiver, bien sûr, mais à cultiver dans la subordination rigoureuse à la vie proprement politique. Le citoyen est la tension de lui-même entre ce qui est l'attachement à l'État et de ce qui est, d'autre part, son origine, qui ne peut pas être niée abstraitement, son origine permanente dans la vie familiale. Le texte de Hegel sur le droit naturel, auquel il m'est arrivé de consacrer un texte d'ailleurs beaucoup trop long, ce texte de Hegel sur le droit naturel célèbre, dans l'heureuse fin de la tragédie grecque, les Euménides, il célèbre donc dans cette fin des Euménides la hiérarchisation stricte du moment étatique ou civique universalisant qui habite l'individu et qui est son socle le plus objectif, et d'autre part du moment économique qui particularise l'existence et qui est nourri à l'intérieur de la famille. Donc c'est la tension entre ces deux moments, une tension hiérarchisée qui reconnaît l'un et l'autre moment, mais qui les hiérarchise entre la vie politique
est la vie naturelle. Athéna, voilà pourquoi, et l'art grec représente la chose, cette tension intérieure à la vie de chaque homme. Athéna, qui est donc la figure divinisée du politique, Athéna siège sur l'acropole, tout en haut d'Athènes, alors que les Érinies, qui sont les déesses qui sont en quelque sorte honorées dans l'existence individuelle, les Érinies doivent se contenter d'être célébrées, et alors elles deviennent les Euménides au lieu d'être des furies qui animent l'individu. Elles sont finalement maîtrisées, domestiquées par lui. Les Érinies, qui deviennent les Euménides, sont, elles, célébrées au-dessous de l'acropole, et il convient ainsi de se souvenir de cet héritage grec. La vie éthique familiale doit être soumise à la vie éthique proprement civique et politique. Ce sont deux moments qui ont des exigences légitimes l'un et l'autre. Il faut donc reconnaître, cultiver, honorer et l'existence civique et l'existence proprement naturelle de l'homme. Il faut reconnaître ces deux exigences, celle de la vie du citoyen et celle de la vie de l'homme, mais savoir les hiérarchiser, puisque l'homme, en quelque sorte, comme homme, doit obéir aux citoyens. L'existence proprement humaine au sens de naturel à l'homme, cette existence doit être subordonnée aux exigences essentielles de la vie du citoyen. La tragédie Les Euménides est en quelque sorte la solution artistique imaginée par les Grecs du conflit nécessaire dans l'homme, intérieur à l'homme, entre son attention à lui-même comme individu et son attention à la vie de la cité, qui est la vie fondamentale. Reconnaître ces deux moments en leur hiérarchie, c'est en cela que consiste la sagesse proprement grecque. Hegel voyait dans cette solution proposée par la tragédie d'Échille, il voyait dans cette solution échylléenne une solution définitive du problème de la relation entre la politique et l'économie, puisque l'économie, c'est ce qui répond aux besoins d'abord individuels et toujours individuels et naturels de l'homme. C'est la manière dont il faut réconcilier de façon sage la relation entre la politique et l'économie, le destin supérieur de l'homme et les nécessités de la vie naturelle. La sagesse hegelienne célèbre donc une fois de plus son anticipation grecque, son anticipation hellène, en affirmant que l'État doit séparer de lui les exigences qui sont proprement économiques, il doit les séparer de lui, l'économie ne doit pas déterminer la politique, l'existence naturelle de l'homme ne doit pas déterminer son existence proprement humaine, et même plus qu'humaine, c'est-à-dire son existence de citoyen. L'État doit donc séparer de lui la vie économique, ne pas simplement, comme on le dira plus tard, et comme Marx le développera, non pas la politique
ne doit pas être, elle ne peut pas être simplement un auxiliaire subordonné de la vie économique. L'État doit séparer l'économie de lui-même, se garder dans sa spécificité proprement politique, c'est-à-dire universalisante. Il doit donc séparer de lui l'activité économique, mais il doit la reconnaître, lui laisser une place, reconnaître ses exigences propres, sinon la politique sombre dans l'abstraction, car l'économie est plus réelle, si je puis dire, que la politique, elle est plus réelle au sens de la réalité naturelle. L'État doit séparer de lui-même, mais en même temps reconnaître, comme un moment subordonné, ce moment économico-juridique qui est cependant un moment aussi nécessaire pour l'homme que le moment proprement politique. La citoyenneté se subordonne l'humanité, si je puis dire, mais en lui faisant sa part, en lui laissant sa part et en reconnaissant les exigences proprement naturelles. La vie des communautés humaines contemporaines encore me semble vérifier tout à fait la profondeur des thèmes proposés par Hegel pour pacifier, quant à leurs conditions essentielles, les relations entre les hommes. Les relations économiques doivent donc être reconnues dans l'activité politique, reconnues mais distinguées de telle sorte que l'économie ne vicie pas la politique et que les exigences nécessaires de chacun de ces moments de l'existence soient parfaitement reconnues, mais reconnues dans l'ordre qu'elles doivent respecter, à savoir la subordination de l'économie à la politique. Ce que Hegel appelle la tragédie éthique de l'absolu. La tragédie éthique au sens grec, si je puis dire, du mot éthique, c'est-à-dire éthico-politique, l'éthos, c'est la coutume, etc., la vie de la communauté. La tragédie grecque expose donc en leur ordre rationnel les relations entre la politique et l'économie. La tragédie éthique de l'absolu, c'est le mouvement par lequel l'homme, dans ce qu'il a de plus élevé, à savoir le citoyen, fait sa part à l'économique, fait sa part à la vie plus réelle et plus réaliste que la vie économique, mais cette part qu'il reconnaît, il en affirme aussi pratiquement la limitation. L'économique ne doit pas se subordonner le politique. Tragédie éthique de l'absolu, puisque c'est l'absolu lui-même qui se sacrifie pour une part dans son organisation proprement politique, en reconnaissant les exigences propres de la vie économique, mais en limitant en même temps ces exigences reconnues, de telle sorte que la vie de l'homme ne soit pas une vie abstraite, purement idéale, c'est parfois en quoi tombe la vie politique qui s'abstrait de ses conditions et son accompagnement réel. La vie politique, la vie absolue, doit faire sa part à l'existence économique. La politique doit libérer d'elle relativement la vie économique en ses exigences, et en particulier dans le fait que la vie économique exige les échanges les plus nombreux. La vie économique universalise l'existence. L'économie
universalise l'existence humaine. Il n'y a qu'une seule économie. Mais la politique, elle, est toujours une vie limitée, si vous voulez, déjà naturellement sur le terrain. C'est la vie qui s'exprime au niveau des nations. Autant l'économie est universalisante, autant la politique est nationalisante. Vous voyez, la politique, il ne peut pas y avoir un État universel. Il ne doit pas y avoir un État universel. Les nations doivent nouer entre elles, bien sûr, des relations et elles doivent favoriser l'universalisation croissante de la vie économique, mais le lieu essentiel où l'homme peut s'accomplir, développer toutes ses potentialités, toute sa culture, s'élever jusqu'à la philosophie, c'est la vie limitée, géographiquement parlant, la vie limitée des nations. Telle est la tragédie éthique de l'absolu. La vie absolue doit savoir faire une part à la vie relative, la vie politique doit savoir reconnaître les exigences propres de la vie économique, mais en même temps, les limiter, ces exigences proprement économiques. Par conséquent, il y a un certain libéralisme de Hegel, il y a un libéralisme même déterminé de Hegel au niveau de la vie économique, mais la vie proprement politique, au sein de laquelle tout peut se réaliser, c'est par finalement l'État que tout peut se faire, même si l'action de l'État consiste simplement à laisser se développer elle-même harmonieusement la vie et politique dans ses exigences. La tragédie éthique de l'absolu est donc l'exposition en termes métaphysiques, en termes ontologiques, d'une organisation réaliste de l'existence humaine qui se déploie dans le jeu de ces deux moments que sont le moment de la vie politique et le moment de la vie économique. Il y a donc dans cette tragédie éthique de l'absolu la fondation philosophique, métaphysique de l'existence humaine la plus concrète en tant qu'elle se déploie dans les deux milieux que sont d'une part le milieu politique de la nation et d'autre part le milieu économique d'une vie qui se mondialise et qui s'universalise, alors que dans l'ordre politique, il est nécessaire qu'il y ait une entité limitée qui est celle de la vie nationale. La tragédie éthique de l'absolu fonde donc un projet réaliste de limiter rationnellement les tragédies toujours menaçantes de la coexistence interhumaine, tragédies qui viennent de la méconnaissance des exigences propres de la politique et de l'économie, qui ont chacune leur réalité propre, qui doivent nouer des relations entre elles, mais de telle sorte que la hiérarchisation subordonne toujours la vie économique à la vie politique. Subordonner toujours, ça ne veut pas dire fasse se déterminer l'économie par la politique, mais limite les initiatives qui sont le principe de la vie économique, limite ces initiatives pour que les relations entre les hommes ne s'abstraient pas d'un contexte qui est absolument formateur et qui est celui des nations. Donc, vie politique nationale et vie universalisante, mais de l'économie seulement. Je tends à moderniser le discours hegelien pour montrer comment Hegel avait, dans son discours métaphysique et même un petit peu, semble-t-il, vieilli, désuet, avait reconnu les difficultés d'organiser l'existence humaine en tant qu'elle est toujours
au niveau de sa dimension universelle, la tension de l'économie universalisante et de la politique, limitant l'existence réelle et totale des hommes dans les limites de la vie nationale. Voilà ce que je voulais dire. Il y a ici une métaphysique, une solution métaphysique d'un problème qui est un problème très concret et qui est toujours le nôtre. Comment concilier de façon rationnelle l'universalisation économique, la mondialisation essentiellement économique et la vie concrète des hommes, vie concrète dans laquelle les hommes peuvent développer toute leur potentialité, y compris philosophique, et ce milieu qui est le milieu à travers lequel l'homme peut réaliser toutes ses virtualités, même les plus éloignées, semble-t-il, de l'existence réelle, c'est le milieu qu'on appellerait aujourd'hui national. Voilà ce que je voulais dire. On pourrait dire évidemment beaucoup d'autres choses, mais l'insistance, c'est que la politique reconnaît l'économie et favorise son développement, mais en le maintenant toujours à un niveau subordonné au niveau dans lequel se prennent les décisions ultimes des hommes. Et ce niveau, c'est le niveau de la vie politique nationale. Je crois que la leçon hegelienne est une leçon qui est toujours aussi valable qu'elle l'a été, et c'est pourquoi nous devons reconnaître ici l'importance, comme sur d'autres points, comme sur beaucoup d'autres points, des intuitions hegeliennes en ce qui concerne la solution concrète du problème de l'existence humaine.